moins de 50% de ceux qui avaient une carte électorale, ce jour-là, se sont déplacés. La vraie responsabilité, si vous voulez en parler, elle est là. Elle est dans notre déni, dans le déni dans lequel nous nous installons en tant que citoyens et qui consiste à s'obstiner à dire oui, mais c'est parce que tel ne joue pas le jeu. Au lieu de se concentrer sur le jeu que nous avons à jouer, nous. En tant que citoyens. C'est quelque chose que nous avons eu l'occasion de discuter. À plusieurs reprises, nous avons parlé du fait que si vous voulez éviter des fraudes massives, il faut massivement voter. Aujourd'hui, le débat n'est pas de savoir s'il y a eu des fraudes massives. Le débat est de savoir comment nous allons faire pour que ça ne se reproduise pas. Parce que le chiffre que vous avez donné tout à l'heure est le chiffre, si on suit la logique à laquelle je suis invité à adhérer, qui se répète d'abord quinquennat après quinquennat, puis septennat après septennat. En 2018, nous avons pleuré sur le même air. Qu'est-ce que nous allons faire demain pour transformer ce pays? Parce qu'en attendant, des horizons infinis qui ne demandent qu'à être conquis. Qu'est-ce que nous faisons pour conquérir ce potentiel, pour développer le plein potentiel et de nous et de notre pays, pour avoir des enfants qui se sentent libres et fiers d'exceller. Ce que je vois moi, et ce que j'ai vu encore plus pendant ces derniers mois de silence, ce sont ces jeunes qui, à l'Institut Polytechnique de Marois, travaillent pour créer une machine qui, d'abord, ils ne travaillent pas, ils ont créé une machine qui fabrique de l'électricité avec de l'air comprimé. Ce qui est un potentiel pour nos hôpitaux, puisque nous avons un problème d'approvisionnement continu en électricité, nos usines. Donc, avec un peu de concentration, nous pouvons créer un environnement où ces enfants-là ne vont pas seulement avoir un prototype et des difficultés à trouver 1 million de francs, c'est tout ce qu'ils cherchaient. 1 million de francs pour pouvoir développer ce projet. Et je peux vous en citer comme ça des centaines de milliers. Ça, c'est grâce à votre voyage. Ce potentiel doit être développé. Pour cela, nous avons un travail à faire. S'il vous plaît, concentrons-nous sur ce travail. Le temps que nous consacrons à analyser les raisons de notre défaite nous permet de montrer que nous sommes intelligents, nous permet peut-être de montrer que nous sommes capables d'amertume, nous permet de montrer que nous sommes capables de nous diviser. Il ne nous permet pas d'avoir le Cameroun que nous méritons. Du coup, je suis désolée, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir que nous sommes prêts et suffisamment nombreux pour construire ce Cameroun. C'est de parler de ce que nous allons faire. L'avenir nous intéresse, bâtir ensemble nous intéresse, c'est très important. Voilà. Construire, de construire demain nous intéresse en même temps. Et quand on parle justement de construction, maître, puisqu'on ne peut pas ne pas évoquer la question de ce mandat supplémentaire et qui a quand même des ramifications liées à la pauvreté extrême aujourd'hui au Cameroun. Et dans cette pauvreté extrême, quand je dis extrême, peut-être le mot extrême est à sa place, selon vous? Oui. Pauvreté extrême au Cameroun. Dans votre voyage, vous avez constaté qu'on était sous-développé, pauvreté extrême véritablement dans le Cameroun entier, ou bien, dites-nous? Alors, j'ai fait 2 constats. En termes de pauvreté extrême. J'ai constaté que beaucoup de nos compatriotes vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Oui. À de très nombreux points de vue. Je vous prends l'exemple du nord-ouest et du sud-ouest, des régions anglophones. Nous savons qu'il y a une guerre depuis bientôt une décennie dans ces régions.
Ce que nous ne savons pas, c'est qu'elle continue, à l'heure où nous parlons, de faire des victimes, parce que nous avons cessé d'en parler. Ce que nous ne savons pas, c'est que sur les 7000 écoles qui ont fermé, donc privant toute la jeunesse en âge d'être scolarisée d'éducation, plus de 2400 n'ont toujours pas réouvert à l'heure actuelle. 40% des enfants qui étaient scolarisés, on parle de 1,5 million de personnes, n'ont pas accès à l'éducation jusqu'à présent. Et ce, depuis 2016. Si nous allons dans le Grand Nord, vous avez la situation sécuritaire à cause de Boko Haram. Vous avez la situation humanitaire à cause des inondations. Et cela a amené 500 000 déplacés, auxquels vous devez ajouter le million et plus de déplacés du fait de la crise anglophone. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ce chiffre. 1,5 million de personnes, 1,5 million à 2 millions de personnes qui sont partis, abandonnant tout, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur source de revenus, qui ont perdu leur travail, qui ont perdu les écoles, dont la vie s'arrête. 1,5 million de personnes à 2 millions de personnes, c'est comme si tout Yaoundé 4 était rasé et devenait désert. Oui, j'ai vu ça. Mais j'ai vu aussi, dans l'extrême nord, qu'on peut faire du coton. Que nous pouvons passer du temps à nous adapter au changement climatique pour changer ce qu'on appelle l'itinéraire culturel. C'est-à-dire reprendre la culture du coton avec un calendrier différent. Oui. J'ai vu aussi que c'est le nord qui met de la viande dans nos assiettes. J'ai vu aussi que l'Est, la région la plus oubliée de notre pays, est l'endroit d'où partent nos ressources extractives. C'est l'endroit d'où partent nos ressources, comment est-ce qu'on appelle ça? Notre bois. Bien sûr. C'est notre terre. Ce que j'ai vu, et je peux continuer comme ça, en vous parlant du littoral, en vous parlant du sud, où il y a eu les projets de port en eau profonde, parce qu'il y avait du fer à faire sortir de Mbalam, etc. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce que j'ai vu, c'est que tels que nous sommes aujourd'hui, avec tous les problèmes, toutes les épreuves, et vous savez que les épreuves, c'est quelque chose dont je peux parler comme des millions de Camerounais. Avec tout ça, nous avons encore énormément. Et que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de détourner notre regard des problèmes qui nous paralysent pour le porter et le fixer sur le potentiel que nous avons à développer. Alors, nous nous rendrons compte que nous avons besoin les uns des autres. D'accord. C'est 475 442 km². C'est un tout. Et chaque partie a besoin des autres pour se développer. C'est sur ça que nous devons fixer notre regard. C'est sur ça que nous devons fixer notre regard, nous dit Maître Michel Ndoki, qui est notre invité ce soir, mesdames et messieurs. Si vous vous joignez à nous à l'instant, merci de partager le contenu, merci de tapoter le live au maximum, merci de le sécuriser quand vous savez naturellement le faire. Je voudrais ici et maintenant rappeler qu'en deuxième partie de cet échange, vous aussi, Camerounais, aurez un petit moment à partager avec Maître Michel Ndoki vos questions. Vous n'aurez peut-être pas l'obligation de poser des questions déjà posées, afin d'éviter qu'il puisse y avoir des redondances.
des questions que tout le monde, qui vous taraude l'esprit, hein, vous allez les poser tout à l'heure. Je peux bien imaginer qu'il y a pas mal de personnes à la fenêtre. Nous vous demanderons de quitter la fenêtre, est-ce qu'il se casser? Rentrez dans la maison, asseyez-vous convenablement. Et voilà, ça nous permettra de parler en famille de toutes les façons. Alors, aujourd'hui quand même, Maître Michel Ndoki, on parle un peu de votre positionnement. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Qu'est-ce que vous voulez apporter au Cameroun aujourd'hui? Après tous ces constats, je préfère vraiment qu'on s'arrête là-dessus. Qu'est-ce que vous comptez, Maître Michel Ndoki, apporter au Cameroun aujourd'hui? Après toutes ces années, hein, après tout ce que vous avez vécu. Hein. Oui, j'entends. Je voudrais partager le poids de mes épreuves, de mes espoirs. Je voudrais partager la force de ma conviction que nous pouvons faire de grandes choses. Et je voudrais partager avec les Camerounais ma capacité contributrice. Toutes ces années d'épreuves, toutes ces années de combat dans la rue ou sur les plateaux, etc., m'ont appris que, au fond, qui je suis moi, je suis une bâtisseuse. Je ne suis pas douée pour la rancœur, je ne suis pas douée pour la distribution des bons ou des mauvais points. Je suis une bâtisseuse. Et ce que je veux apporter à mon pays, ce que je veux partager avec les enfants de ma terre, c'est cette conviction profonde que nous ne sommes pas dans l'impasse. Je sais les difficultés par lesquelles nous sommes passés. Je sais les doutes qui nous animent. Je sais la froideur et parfois la férocité de la répression dont nous avons pu être l'objet. Mais c'est une mauvaise passe. C'est pas une impasse. D'accord. La vérité, c'est que nous irons aussi loin que notre regard se porte. Nous devons cultiver la capacité à voir plus loin. Et ce pays, c'est l'Afrique en miniature. Et c'est l'Afrique en miniature parce que nous y avons tout. Nous avons des forêts, nous avons des montagnes, nous avons la mer. Maître Michel, oui, la réalité, c'est-à-dire que l'Afrique en miniature que le Cameroun est connu, ça c'est une réalité. C'est vrai. Mais le petit Camerounais qui vous regarde ce soir, le mec qui est en Commando, le mec qui est à Mabanda, le mec qui est à Djoum, le mec qui est à je ne sais où, à Tcholiré, il vous demande qu'est-ce que vous voulez apporter de différent de ce qu'il connaît déjà? En quoi est-ce que vous soyez capable d'apporter quelque chose qui changera son quotidien? Je crois que c'est là son problème. Oui. Et en fait, c'est là le piège. Comment ça? D'avoir le sentiment que Michel Ndoki vient sur la place publique pour lui dire, à lui qui est à Tcholiré, à lui qui est à Mabanda, à lui qui est à Commando, à lui qui est à la briqueterie, qu'elle va remplacer les hommes et les femmes providentielles qui les ont précédés parce qu'elle a une baguette magique, un petit sortilège qui est beaucoup plus efficace que les sortilèges de ses prédécesseurs. Ouais. C'est pas vrai. La vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de Messie. La vérité, c'est qu'on n'a pas besoin d'homme providentiel. La vérité, c'est qu'on a besoin d'être ensemble. C'est que l'homme ou la femme de Tcholiré oublie qu'à Tcholiré, ils sont 100, 1000, 10 000. Michel Ndoki. Que s'y ajoute 200, 300, 500 Djekam Kameni du côté de Bafoussam.
que vous pouvez continuer comme ça. Nous devons nous extraire de toute urgence de Il faut rappeler qu'on sort du messianisme politique. Excusez-moi. Allez-y. Cette perspective, j'insiste sur le mot paralysante. Parce que quand vous attendez le Messie, vous êtes immobile. Vous êtes suspendu, vous cessez de vivre, vous cessez de respirer, vous cessez de réfléchir. Vous vous concentrez sur l'idée qu'il faut simplement que vous continuez de survivre jusqu'au moment où le bâton du Messie va s'abattre. Or, nous savons que nous ne sommes pas des Messies, premièrement. Deuxièmement, même les Messies sont là pour un temps. Le Cameroun, lui, il était là bien avant nous, il doit nous survivre. Nous ne nous inscrivons pas dans l'immédiateté. Il ne s'agit pas de 2026 ou de 2036. Il s'agit du Cameroun que nous allons transmettre à nos enfants, qui vont le transmettre à leurs enfants. Ceux d'entre vous qui sont dans la diaspora, vous êtes assis, vous vivez dans des quartiers, vous marchez dans des rues qui ont été construites parfois plusieurs centaines d'années avant vous et qui seront encore là 200 ans après que vous soyez partis. Voilà le type d'état d'esprit que nous devons cultiver entre Camerounais. Donc ce que je dis à mes amis à Djoliré, à Kaélé, à Mabanda, c'est je vous propose que nous construisions ensemble. Je ne nie pas ce que je suis capable de faire. Je n'ai pas besoin de le nier. Vous avez fait de moi la fiancée du peuple parce que vous savez qui je suis et ce que je peux. Je dis, je ne viens pas vous sauver. Je viens vous servir. Je viens pour que nous constituions cette chaîne de solidarité qui va transformer ce pays. Je viens pour que vous voyiez et qu'on voit tous ensemble ce que nous sommes capables de faire une fois que nous nous sommes donné la main. Je viens vous demander de vous donner la main, que nous nous donnions la main et que l'on fasse cette œuvre de transformation ensemble. Et vous verrez que je sois là ou pas, ce Cameroun aura été transformé pour toujours. C'est ça que nous voulons. Parce que depuis presque les indépendances, nous avons perpétué le modèle qui consiste à tourner nos yeux pleins d'espoir vers tel ou tel sauveur. Et chacun a fait du mieux qu'il pouvait. Mais le Cameroun n'est pas sauvé parce que nous étions là assis à regarder certains faire. Il faut que chacun d'entre nous, le jour où nous aurons 1 million de personnes, Monsieur Ngachou et tous les autres, qui font chacun de leur mieux. Le jour où 1 million de personnes diront, je vais consacrer un mois, pas plus, un mois de ma vie à créer le Cameroun désirable que je veux laisser à mes enfants. Vous verrez, le Cameroun changera et nous n'aurons plus à parler de la qualité des élections et de la manière dont la voix des Camerounais est respectée ou elle ne l'est pas. Parce que chacun d'entre nous sera le garant du respect de la parole des Camerounais. Voilà ma posture. 1 million de Camerounais. Voilà ce que je dis à mes compatriotes. Alors on se comprend très bien. 1 million de Camerounais, le jour où ils décideront, il leur faut un mois pour penser au Cameroun de demain. Alors là, le Cameroun changera. Je crois que chacun peut bien comprendre ce que, même si nous pouvons lire entre les lignes, je pense que je suis moins intelligent que vous pour pouvoir lire entre les lignes. Merci beaucoup, Maître Michel Ndoki. Mais en ce moment, vous êtes en exil, à ce qu'on sache. Vous n'êtes pas au Cameroun. Oui. Quand est-ce que vous comptez retourner au Cameroun, Maître Michel Ndoki? Ah, peut-être après, juste après votre live. Je compte retourner au Cameroun dans les semaines, dans les mois qui viennent. Pourquoi êtes-vous parti? Mes compatriotes le savent. Pourquoi êtes-vous parti?
je ne reste pas, oui, j'y arrive. Mais je ne reste jamais loin très longtemps. C'est depuis que j'ai dû admettre que dans le contexte actuel, être une personne de conviction et une personne qui travaille pour partager ses convictions peut être dangereux. Je l'ai dit il y a quelques années, il ne fait pas bon être une personne de conviction au Cameroun. D'ailleurs, Monsieur Gatchou, vous le savez aussi bien que moi, depuis que j'ai réalisé que ça pouvait être dangereux, j'ai dû, à de nombreuses reprises, partir parce que, comme m'a dit une aînée très bienveillante, pour pouvoir faire des révolutions, il faut être vivant. On comprend tout ce que tu veux pour ton pays et c'est très louable, mais si tu n'es pas vivante, tu ne pourras pas faire en sorte que ça devienne une réalité. Donc, à chaque fois que j'ai le sentiment que je risque de perdre cet atout essentiel dont j'ai besoin pour œuvrer pour ma patrie, c'est-à-dire ma vie, je m'éloigne. Mais dès que j'ai le sentiment que le danger s'est éloigné, je reviens. Parce que c'est chez moi. Un de mes enfants m'a dit, ton amour pour ce pays a des proportions que j'arrive pas à comprendre. Mais on comprend pas. L'amour, on le comprend pas. L'amour, on le constate, on le vit. Et puis voilà, c'est un endroit que j'aime profondément. Et je ne cesserai jamais de travailler pour cet endroit, pour qu'il devienne un Cameroun désirable, et je ne cesserai jamais de revenir. Je serai toujours en train de revenir à la maison. Je ne sais pas, j'espère vraiment que grâce à vous notamment, c'est-à-dire grâce aux enfants de ma terre, la prochaine fois que je rentrerai chez moi, je ne repartirai plus. Très sincèrement. La dernière fois que je suis rentrée, j'avais 300 kilos de bagages. Nos compatriotes qui sont à la douane peuvent en témoigner. 300 kilos. J'avais des livres, j'ai ramassé toutes mes affaires et puis je les ai entassées quelque part en me disant je suis rentrée chez moi. Et puis, le travail a commencé. Nous avons commencé à travailler sur les bâtisseurs de la nation. J'ai fait une première conférence de presse, j'ai retrouvé les bons vieux réflexes, le salon envahi par des policiers. Je suis partie à la rencontre de mes compatriotes sur le projet d'ISO. Et j'ai retrouvé les bonnes vieilles habitudes, le ministre de l'administration territoriale sur les réseaux sociaux, non pas en conférence de presse en train de... Donc, je comprends qu'on puisse être... je comprends qu'on puisse être découragé. Et oui, je sais que... Mais je pose la question de savoir... C'est pas le problème. Oui, je pose la question de savoir... Ce que je dis, c'est que je rentrerai bientôt. Je réponds donc à votre question. Ce que je dis, c'est que je rentrerai bientôt dans les semaines qui arrivent et que je rentrerai toujours jusqu'à ce que je ne sois plus obligée de partir. Et ça viendra vite, mais ça dépend pas que de moi. Je peux pas seule construire ce Cameroun-là, qui est une terre d'accueil pour tout le monde. Il n'y a pas que moi. Il ne s'agit pas de moi. Il y a des milliers d'entre nous, des millions d'entre nous qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Et vous en faites partie. Ce qui est important, c'est à quel moment nous allons avoir, nous tous, ce Cameroun qui nous permet, toute la diaspora n'attend que ça, qu'on lui donne les conditions pour reprendre son billet d'avion retour. Pour répondre à votre question, il faut surtout savoir à quel moment on va commencer à se tenir par la main. Est-ce que vous rentrerez au Cameroun avec les chiffres de la dernière élection présidentielle que vous tenez pas devant vous? Je dois reconnaître que
Vous êtes un vrai Michel. Quand vous tenez un morceau, vous le lâchez pas. Je vous ai dit, je rentre avec ce que j'ai appris grâce à cette retraite. Et ce que j'ai appris avec ce temps de recul, c'est ce que nous devons faire pour construire. C'est tout le bagage dont je crois que nous avons besoin et c'est celui-là que je ramène chez nous. Peut-être que je ne serai pas le seul à vous poser des questions ce soir parce que j'ai bien peur. Il y a beaucoup d'idées qui agitent pas mal de nos concitoyens. Même si on a muté pour le moment les écrits, afin de laisser vraiment chacun vous écouter pendant qu'on y est. Parlons un peu, Maître Michel Ndoki. Oui, c'est vrai, j'avais pas remarqué, mais oui, il y a plein il y a plein de commentaires qui, oui. Ouais, on a muté les écrits pendant qu'on y est parce que c'est mieux qu'on se concentre sur ce que vous êtes en train de dire. On regarde en face de vous une femme qui a inspiré plein d'autres femmes au Cameroun. On va revoir votre parcours politique dans un instant, mais on veut bien comprendre. Qu'est-ce qui, à la base, vous a stimulé à vous mettre en politique? Est-ce qu'il y aurait eu une éducation à la base, je dis familiale, qui vous donnait à bas âge des prédispositions, Maître Michel Ndoki? Certainement. À quel moment vous faites corps avec ce milieu politique, dites-nous? Je ne sais pas s'il y a un moment particulier. Je crois que c'est un lent éveil et je pense que c'est pareil un peu pour nous tous. Je crois que progressivement, on réalise, où que nous soyons, qu'on ne peut pas vivre, performer, exceller, se développer dans son domaine si la gouvernance reste ce qu'elle est. Si l'appareil, la structure, les institutions restent ce qu'elles sont. C'est un lent éveil. Alors, pour être peut-être un peu plus concret, ça vient probablement au moment où vous rentrez dans l'âge adulte et vous commencez à travailler. Parce que c'est à ce moment-là que vous cessez d'être un spectateur de la vie politique. Je ne dis pas que c'est le premier moment où vous vous intéressez, mais vous cessez d'être spectateur, vous cessez de vous fier aux commentaires de vos parents, des aînés, aux histoires qui circulent sur tel ou tel membre de votre famille qui est engagé ou plus ou moins en politique ou sur les débats autour des émissions du dimanche. Vous commencez à vouloir enregistrer votre contrat de bail, obtenir votre carte grise, obtenir votre compteur d'eau et d'électricité. Ça, c'est pour ceux qui sont en ville. Renouveler votre carte, avoir votre première carte d'identité. Et là, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vous contenter de dire « je fais bien mon travail et je m'occupe de ma famille ». Ça ne fonctionne pas. Ces dysfonctionnements institutionnels viennent vous trouver chez vous, dans votre lit. Ils vous retrouvent quand, à 2 heures du matin, votre enfant de 3 ans fait 40 de fièvre et que vous n'avez qu'une trouille, c'est de devoir aller à l'hôpital. Et je le redis, une trouille. Permettez-moi ce langage. C'est de devoir aller à l'hôpital. La trouille de voir l'enfant mourir, la trouille d'aller à l'hôpital et de ne pas être certain que l'enfant peut en sortir vivant. Voilà. Parce que quand vous allez arriver à l'hôpital, vous n'allez pas vers du soulagement, vous allez vers du stress, vous allez vers d'autres problèmes. Oui. À ce moment-là, vous êtes obligé de vous demander en tant que citoyen, je vais continuer à me plaindre. Parce que, à une certaine époque, la solution, quand j'étais jeune, la solution c'était d'avoir un numéro de médecin ou d'avoir un médecin dans sa famille. Les gens ont essayé des solutions à petit niveau. Bien sûr. On va mettre quelqu'un dans la police, on va avoir un enfant dans l'armée, on va avoir un parent avocat, on va avoir un parent médecin et on sera tranquille. Et puis les médecins commencent à mourir dans les formations hospitalières. Et là, vous faites quoi? Donc pour moi, il n'y a pas eu un déclic
ou bien une instruction qui est venue de la famille. Il y a eu ce moment où je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir une vie tranquille. Il faut travailler et avoir cette vie tranquille. Personne ne va me faire ce cadeau. Et il ne faut pas travailler à devenir celui qui va offrir cette vie tranquille aux millions de compatriotes, contrairement à ce que ceux qui sont en position de nous offrir la vie tranquille, soi-disant, disent à la télévision. Il faut travailler pour que nous soyons tous autant que nous sommes dans tous les secteurs de la vie dans lesquels nous travaillons, ensemble, pour nous offrir collectivement la vie que nous voulons. C'est comme ça que je suis devenu un militant politique. C'est comme ça que je suis entrée dans la première formation politique. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a permis de réaliser ça commence quoi exactement? Est-ce que c'est avant le MRC? Parce que le MRC, on vous a connu beaucoup plus dans le MRC. Est-ce qu'avant le MRC, vous avez quand même des ramifications avec d'autres formations politiques, avec les femmes combattantes, avec... voilà, dites-nous, on est curieux. La première formation politique dans laquelle j'ai milité, c'était le CPP, Cameroon People's Party de Kawala. Et la première fois que j'ai été sur une liste de candidats à des élections, d'ailleurs la dernière, c'était en 2013, aux élections municipales de Douala 1er, sous la bannière du CPP. À l'époque, le CPP a eu 2 sièges, j'étais numéro 3 sur la liste. Donc, je ne suis pas devenue un élu, mais c'était la première expérience. On est en 2013. Donc, mon engagement, il date pas de 2016. Je rejoins le mouvement pour la renaissance du Cameroun en 2016, mais mon engagement ne date pas de cette époque-là. Il date de 2012, quand je rejoins... Avec le CPP, absolument. Avec le CPP, oui, allez-y. Allez-y. Mais ce que j'étais en train d'essayer de dire tout à l'heure, et je crois que c'est important, c'est que ce parcours m'a appris que considérer que les partis politiques sont la solution aussi est une illusion. Cela veut dire que ce travail de transformation est un travail de transformation de nous-mêmes et de notre manière d'occuper l'espace politique en tant que citoyens, d'abord. Parce que c'est la manière dont nous occupons l'espace politique en tant que citoyens qui va influer sur la manière dont les partis politiques fonctionnent, sur la manière dont les syndicats fonctionnent, sur la manière dont les administrations fonctionnent, etc., etc. Est-ce que vous n'aviez pas, à un moment donné... Allez-y, oui. Allez-y. C'est la raison pour laquelle, en définitive, la démarche de création des bâtisseurs de la nation est sortie du champ de l'action politique politicienne. Pour dire fondamentalement, il faut que notre démarche de construction soit une démarche citoyenne qui aille bien au-delà des clivages et qui s'appuie sur notre socle commun. Quel est notre désir de Cameroun? D'accord. Donc, une belle expérience avec le CPP, une autre expérience avec oui, une autre expérience avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Aujourd'hui, une démarche, est-ce qu'elle est solitaire ou solidaire? J'en sais trop rien avec les bâtisseurs. Est-ce qu'au moment où vous vous intéressez aux questions politiques, y a-t-il eu des soutiens venant de vos familles directement, papa, maman? Comment est-ce qu'ils ont perçu ça? Et même dans votre environnement immédiat, est-ce qu'à un moment donné, vous n'aviez pas eu des casse-pieds vous disant on ne veut pas, n'y va pas, c'est dangereux? Racontons-nous un peu cet épisode-là, Maître Michel Ndoki. Bien sûr, mais bien sûr que, et c'est le rôle d'une famille de s'inquiéter. C'est le rôle d'une mère, c'est le rôle d'un père
nous sommes tous éduqués de cette façon, n'est-ce pas? On nous apprend plus ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on ne peut pas faire. On nous apprend plus à éviter les dangers, à nous restreindre, particulièrement quand on est une fille. Que le père qui me disait quand j'étais adolescente que je ne pouvais pas sortir et ne pas être de retour avant le coucher du soleil n'est pas un père qui allait me laisser aller parler sur les plateaux de télévision des dysfonctionnements de notre pays. Et je ne le blâme pas, Dieu est conforte dans la conviction qu'il faut continuer comme ça, et c'est la conversation que j'ai avec mes enfants aujourd'hui. C'est de dire il n'y a pas moyen d'y arriver autrement. D'accord. Je le répète, le Cameroun que vous voyez là, il ne manque pas de talent. Nous avons les ressources, nous avons les talents et nous avons la volonté. Nous devons nous organiser collectivement pour transformer tout cela en des réalisations que nous pouvons expérimenter tous les jours. Mais nous devons le faire. Il faut s'astreindre à le faire. Et j'ose dire que c'est la seule chose que nous n'avons pas faite jusqu'ici. Si vous prenez, je tiens une idée justement sur la question politique. Si vous prenez le cas des partis politiques, nous devons nous demander d'où vient cette incapacité collective à créer des institutions qui nous survivent. Comment se fait-il que nous créons des partis politiques qui ne peuvent pas être détachés en tant que structure, quand on voit pourtant leur puissance et la puissance de leur réalisation collective au niveau d'une base militante, mais qui ne peuvent pas être détachés à un moment du dirigeant. Que nous ne soyons pas inscrits dans une normalité qui voudrait que, à un moment donné de la vie du parti, telle personne soit à la tête, quelques années plus tard, ce soit quelqu'un d'autre et que ça ne change pas. Comme avec les lions indomptables. Les lions indomptables sont la seule exception dans notre pays. C'est là que vous avez une équipe qui reste une équipe de football dont on attend la même chose, quelles que soient les personnes qui occupent et qui portent le maillot numéro 10, le maillot de défenseur ou le maillot de goal. Depuis 30 ans, on veut la même chose, ils n'ont qu'à gagner. Et personne ne se demande comment on va faire pour gagner maintenant que Mila n'est plus là. C'est la même chose en ce qui concerne les partis politiques, c'est la même chose en ce qui concerne les syndicats. Nous devons avoir des institutions qui soient plus fortes que des individus. Et à ce moment-là, les individus qui veulent oser diriger l'institution doivent se challenger et se montrer à la hauteur de l'honneur que cela représente. Le travail à faire aujourd'hui est donc de devenir collectivement ces institutions solides. Maître Michel Ndoki est notre invité ce soir, mesdames et messieurs. Merci de vous joindre à nous dans ce moment exceptionnel. C'est rare, et je pense que c'est une première aussi pour Maître Michel Ndoki de se livrer à ce type d'exercice. Venez parler avec les Camerounais sur TikTok. Je crois aussi que nous participons à dire aux Camerounais que le média de l'immédiat aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Donc, lorsqu'on fait des entretiens, des échanges comme c'est le cas, il y en a qui demain vont également se frotter à l'exercice. Vraiment, merci, Maître Michel Ndoki, de revenir nous retrouver ici. Est-ce que vous assumez toujours l'appellation de fiancé du peuple Michel Ndoki? Est-ce que ça vous colle au corps? Est-ce que ça vous colle à la peau? Est-ce que vous assumez toujours cette appellation, la fiancée du peuple? Vous l'aviez obtenue au moment où vous étiez tout feu tout flamme au sein du MRC. À chaque fois qu'on vous appelle comme tel, est-ce qu'on vous ramène dans votre passé politique? Dites-nous. Alors, c'est une question très intéressante. C'est vraiment une question très intéressante. Effectivement, il y a une époque où je suis devenue le nom, la fiancée du peuple m'a été attribué.
Mais c'est intéressant de se demander pourquoi est-ce qu'on m'appelle comme ça, parce qu'on m'appelle toujours comme ça. C'est très important. D'ailleurs, j'ai vu ça à plusieurs reprises dans les commentaires. Que signifie ce nom? Que signifie ce surnom, pardon? Est-ce que c'est dû à l'appartenance à une formation ou est-ce que c'est dû à ce que les personnes qui m'appellent comme ça, à ce qu'ils voient chez moi? Et je suis fière de ce vocable. Je suis vraiment extrêmement fière de ce vocable. Parce que il dit tellement de choses. Il dit à la fois l'affection, l'admiration que mes compatriotes ont pour moi, et évidemment que c'est facile de s'en réjouir. Mais vous avez raison de demander si c'est facile à assumer. Parce que pour moi, derrière, il y a aussi l'exigence. Une fiancée, c'est pas une mère, c'est pas une épouse. Une fiancée doit mériter l'intérêt qu'on lui porte. Et c'est en ça que c'est un défi de mériter ce vocable. Cela veut dire que je dois continuer de me montrer digne du respect et de l'admiration que l'on me témoigne. Et c'est ce à quoi je travaille tous les jours de ma vie. Et bien des nuits de ma vie. J'insiste encore. À chaque fois que l'on vous lâche cette appellation, la fiancée du peuple, vous ne vous dites pas, il faudrait bien sûr que je passe de l'étape de la fiancée à l'étape d'épouse quand même. Est-ce que en rentrant dans les bâtisseurs maintenant, vous êtes à la quête du mariage réel parce que longtemps vous êtes resté fiancé? Dites-moi, dites-nous. Alors, je suis pas à la recherche de quelque chose pour moi, donc j'aurais du mal à vous dire oui. D'accord. Je suis à la recherche de quelque chose pour nous. Très bien. Je suis à la recherche de ce Cameroun désirable. Et mon rôle est d'utiliser tout ce que je sais, tout ce que je peux, cette force, cette conviction, cet amour, cette passion, mais aussi la sagesse que m'ont apporté les ans, la capacité que m'ont apporté l'endroit où je suis née, la culture dans laquelle j'ai vécu, à pardonner. Et le hemlé qui circule dans nos veines. Le hemlé qui fait que je suis à la recherche de ce que l'on peut faire avec ce potentiel-là. D'accord, justement. Ça m'est égal ce qu'il en ressortira pour moi. Et j'entends bien votre question qui est finalement quelle est mon ambition personnelle. Non, mais peut-être pas l'ambition. Vous êtes la fiancée du peuple, vous l'assumez. Oui. Vous avez un projet avec le peuple camerounais, nous en sommes très d'accord. Nous allons rester un tout petit peu dans le cadre du parti MRC, avec lequel vous avez cheminé pendant un bon moment. Vous en êtes sorti avec des coups, vous en êtes sorti avec des blessures, des parjures, de l'humiliation. Comment aviez-vous une frange du peuple camerounais et tout de suite, lorsque vous aviez de nouvelles ambitions, vous devenez une dame que l'on voit gênante. Comment avez-vous vécu les crachats qu'on vous a versés sur le corps et les venins que vous aviez reçus, Maître Michel Ndoki?
Je vais vous dire ce que moi je garde de mon expérience au MRC. Et Oui. je ne nie en rien ce que vous venez d'expliquer. Ce que je garde du MRC, c'est que le courage politique existe dans notre pays. Quand je suis rentrée dans le parti en début 2016, 3 semaines après, je suis allée sur un plateau de télévision, porter la parole, on m'a fait cet honneur, du MRC dans la contradiction avec des membres du gouvernement qui venaient défendre le bilan du gouvernement après le discours du chef de l'État. 3 mois après, je devenais la responsable des activités du MRC à Douala 1er. Il n'y avait plus de base militante. Les premières réunions, on était 3 ou 4. En mars 2017. Et nous Dans Douala 1er. Dans Douala 1er. Le fief du RDPC à Douala. C'est-à-dire que dans les autres circonscriptions, Douala 5e, Douala 3e, vous avez de la place pour d'autres formations politiques. Douala 1er, c'est le fief du RDPC. Et c'est la région que l'on m'a confiée. Nous étions 3 ou 4 aux premières réunions. En avril 2018, nous allons à la convention et nous sommes 48 délégués. Et les délégués sont simplement le bureau des unités qui ont été installées. Donc ça veut dire que nous sommes plusieurs centaines. Nous sommes 48 délégués. Quand les élections arrivent en octobre, on est entre 220 et 230 dispersés dans tous les bureaux de vote. Nous sommes la circonscription à Douala qui a pu rapporter tous les procès-verbaux, les 204 procès-verbaux dès ce soir-là. Ça veut dire qu'il y avait des militants, des personnes qui étaient dévouées à la cause de ce parti. Donc, une des choses essentielles que j'ai apprises dans mon parcours, c'est une illustration, il y en a d'autres. C'est que le courage politique existe dans notre pays. Il y a des hommes et des femmes de tous les âges. J'ai vu des veuves, j'ai vu des gamins, j'ai vu des mamans qui laissaient leurs enfants, 6 enfants, à leur propre mère pour aller marcher. Il y a chez nous des personnes prêtes à tout risquer pour défendre une conviction. Ceci étant, même le plus noble des engagements peut s'épuiser si vous ne faites pas attention à structurer l'organisation au-dessus et au-delà de ses leaders. Et c'est la deuxième leçon. Au-delà de ses leaders. Au-dessus et au-delà de ses leaders. Et c'est la deuxième leçon. Quelle que soit l'organisation, et j'insiste sur ce point, quelle que soit l'organisation, dès lors que vous commencez à la concentrer autour d'une personne, même si cette personne est brillante, vous allez préparer sa chute. Vous la concentrez autour de l'ambition d'une personne, vous l'éloignez de son potentiel d'avenir. C'est ça que je garde du parti. Et c'est la raison pour laquelle, en sortant de cette expérience, je n'ai pas souhaité retrouver une formation politique. Nous serons mûrs pour exprimer ce que nous avons, construire ce que nous avons à construire, pas seulement l'exprimer. Nous serons mûrs pour construire ce que nous avons à construire quand nous saurons que ce que nous devons défendre, c'est l'institution, la formation politique, le syndicat, l'organisation de la société civile, vous appelez ça comme vous voulez, l'entreprise. Parce que ce que je décris est valable partout. Vous avez des problèmes de transmission et de succession, donc de survie dans les entreprises familiales. Mon expérience d'avocat l'a montré. Vous avez le même problème dans les syndicats, vous avez le même problème dans les associations.
nous devons apprendre à protéger la structure et à la rendre tellement solide que n'importe quel leader se sent petit face à elle. Si vous prenez l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple, au hasard, l'African National Congress, l'ANC, est une institution. Ce qui a rendu cette institution célèbre, c'est Nelson Mandela. Quand on dit ANC, on pense Nelson Mandela, mais cette institution existait des décennies avant qu'il ne rejoigne le parti. Dieu sait que Nelson Mandela était une très grande personnalité. Une icône, un monument, un être exceptionnel, comme on n'en voit pas plus de 5, même par siècle. Mais son institution est restée plus forte que lui. Et c'est comme ça qu'elle lui a survécu. Et c'est comme ça que ça reste l'institution politique la plus forte d'Afrique du Sud, malgré tous les problèmes qu'elle a connus. Donc, pour revenir à notre contexte et à cette leçon que vous me demandez, il est essentiel de comprendre que aucun leader ne doit être plus grand que les textes qu'il demande aux gens de respecter. Vous parlez de l'État, vous parlez d'un parti, vous parlez d'un hôpital, vous parlez de la même chose. Il faut que nous créions des structures où tout le monde est soumis à l'institution. De la tête jusqu'au plus humble des agents. Voilà les deux leçons qui, pour moi, sont les leçons clés de mon passage au MRC. Merci beaucoup, Maître Michel Oki. Cette question est d'autant plus intéressante que j'ai bien peur tout à l'heure, parce qu'il y aura une série de questions issues de nos concitoyens camerounais qui sont avec nous. Nous leur demanderons, pour ceux qui sont à la fenêtre, de bien vouloir entrer, de s'installer, parce que tout à l'heure, des questions seront posées à Maître Michel Oki et on ira très vite. Maître Michel, vous avez eu une très riche expérience avec le mouvement pour la Renaissance du Cameroun. En ce qui me concerne, vous me permettrez bien sûr de toucher un point très humain. Lorsqu'on sort de là avec des injures, lorsqu'on sort de là avec des propos déplacés, lorsqu'on sort de là où des Camerounais ont traité les parties intimes d'une femme qui a été engagée pour le bien collectif, lorsqu'on sort de là avec une femme qui a quasiment tout donné parce qu'elle s'est dit, autant pour moi, il faut respecter une institution, respecter les textes, donner des chances aux uns et aux autres. Dites-nous, est-ce que vous étiez, comme certains le disent, une infiltrée au sein du MRC? Je laisse chacun en juger. D'accord. Est-ce que vous avez eu des rapports? Oui, allez-y, oui. Pour moi, le Cameroun mérite mieux que ça. Le Cameroun mérite mieux que les petites querelles de cour, les règlements de compte qui s'étendent sur des années et qui n'en finissent pas. Le Cameroun mérite des leaders qui regardent vers l'avenir au lieu de regarder derrière leur épaule. Absolument. Si je passais mon temps à regarder derrière mon épaule pour essayer de régler des comptes, d'abord, j'aurais trébuché. Ensuite, je deviendrais inutile pour mes compatriotes. Et peut-être même inutile pour moi-même. Parce que on ne peut rien faire quand on regarde en arrière. Oui, d'accord. On ne peut rien faire. Il faut prendre acte de ce qui est. Ce qui est. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas... La rancœur, les comptes, les points, les jugements de valeur, c'est pas mon genre. C'est pas votre affaire. Très bien. C'est pas mon genre. Je suis contre personne, moi.
J'ai connu des épreuves et puis il faut être juste. Les militants du MRC, les sympathisants du MRC n'ont pas le monopole des injures en ce qui me concerne. C'est même pas forcément ceux qui ont été les plus durs, les plus sévères, les plus injustes ou les plus menaçants ou les plus, comment dirais-je, ceux qui m'ont fait le plus de mal physiquement. J'ai connu des épreuves. Mais Michel, Ce qui est important, c'est ce qui reste. Et oui, nous sommes d'accord. Oui, c'est important. C'est important parce qu'il y a des Camerounais qui sont là et qui veulent bien comprendre. Oui. On vous accuse de collision, quelquefois, hein, avec Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale au Cameroun. D'ailleurs, il y a eu des révélations comme quoi il y a eu des coups de fil, des rencontres entre vous. Dites-nous justement, quels sont les liens que vous tenez avec Atanganji aujourd'hui, Maître Michel Ndoki? Vous voyez, c'est ça qu'ils veulent. Ça sert le statu quo. Non, attendez. C'est ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Non, attendez, maître, je reprécise. Vous êtes libre de répondre, de ne pas répondre, hein? Ça c'est clair. Non, mais ce sur quoi j'essaye de mettre le doigt, c'est au-delà de ce que je réponds. C'est ce qui occupe notre esprit. Oui. Pendant toutes ces années, je n'ai cessé de dire et je continue de dire, le Cameroun est important. C'est le Cameroun qui compte. C'est le peuple camerounais qui compte. Excusez-moi. Vous voyez, j'essaye de répondre et là, je peux plus. Non, attendez. Vous savez, j'attends. Non, on a un peuple qui est sévère. Et là, je le dis parce qu'en réalité, au quotidien, nous vivons avec le peuple camerounais qui est extrêmement sévère. Nous sommes dans 142 ans de colonisation. Et le peuple a soif, justement, d'avoir des personnes qui tranchent avec des vieilles habitudes. Je parle de ceux qui ne seraient pas de mèche ou dans des collusions incestueuses avec les membres du régime en place. D'ailleurs, je vais vous le rappeler, Maître Michel Ndoki, c'est pas un secret de polichinelle. Monsieur Tiroma Bakari, pour son cas, permettez que je le mentionne, ayant gagné l'élection présidentielle au Cameroun en 2025, subit encore de ce que M. Tiroma a été membre du gouvernement camerounais. Et les Camerounais ne parviennent pas à faire le distinguo entre l'homme qui a dit « Oui, hier j'ai servi. Je ne suis plus dans cette configuration. Je me place aux côtés de mon peuple pour avancer avec vous. » Mais tellement le peuple il est sévère que nous aussi nous avons le devoir de vous dire « Mais Maître Michel, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des liens entre Atanganji et vous afin justement de vous dépouiller de la sévérité de ce peuple-là qui est même à la limite devenu extrêmement violent? Dites-nous, parce que nous aussi on a ce devoir, hein, Maître, honnêtement. Allez-y, nous vous écoutons, Maître. Revenons un peu en arrière. Vous m'avez demandé, est-ce que j'assume la dénomination, le surnom de fiancé du peuple? Absolument. Avec ce que vous êtes en train de décrire, qui est une vaste campagne organisée pour dire que, en définitive, j'étais moi aussi un sujet ou comment est-ce que je pourrais dire ça? Un agent du régime. Non, pas agent. Non, agent, le mot est trop fort, agent. Laissez-moi choisir les termes. Ah, d'accord, ok, c'est vous qui le dites. Un agent du régime en place. Disons ça comme ça, parce que je crois qu'on ne me reprocherait pas une entrevue avec un cadre officiel du régime si ce n'était pour me dire que nous partageons des objectifs. Donc, disons donc que je suis soupçonné ou accusé, en tout cas, d'être un agent du régime en place. Ces accusations ont été portées pendant des années.
Et en 2026, en juin, on ouvre les commentaires sur le live et vous lisez La fiancée du peuple. Allez-y. Et vous lisez La fiancée du peuple. Non, c'est déjà ouvert, c'est pour ça que je dis ça. Et vous lisez La fiancée du peuple et vous lisez tes mots. Qu'est-ce que cela me dit? Et qu'est-ce que je dois choisir de retenir? Je choisis de retenir ce qui